Ce sont des confidences sportives et ce côté passeur d'émotions dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai voulu mettre dans ce livre à travers les rencontres. Alors, ce sont mes souvenirs, mais ce ne sont pas seulement mes souvenirs. Je remonte en fait au jeu, à la réinstauration des jeux modernes par Pierre de Coubertin en 1896. Où malgré mon grand âge, je ne figurais pas encore. Et d'ailleurs, il y a même quelques anecdotes sur les jeux antiques en 600 avant Jésus-Christ. Là, j'étais au bord de la piste, je peux vous en parler comme si c'était hier. Donc voilà. Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'icône des interviews de sport, journaliste polyglotte parlant l'italien, l'espagnol, l'anglais ou encore l'allemand, il fait partie de l'histoire des médias et du sport français, avec une carrière et une longévité incroyables de plus de 30 ans. Roland-Garros, les Jeux Olympiques ou encore le patinage artistique, tout le monde le connaît, il est le chouchou des Français, j'ai nommé Nelson Montfort. Bonjour Nelson, comment allez-vous ? Bonjour Thomas, bonjour à vous tous, très heureux d'être des vôtres, surtout ici à Metz. Épisode particulier, c'est le 40e épisode qui coïncide avec l'anniversaire du podcast qui fête ses 1 an. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode avec vous, de par l'influence que vous avez eue lors de mes premiers souvenirs de sport. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous, d'encourager les jeunes et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on peut faire, avant de commencer, un petit focus sur la Moselle, sur Metz, de vos souvenirs par rapport à ce territoire qui vous est cher ? Oui, je viens ici depuis très longtemps, que ce soit pour ces activités sportives ou culturelles. J'ai beaucoup de souvenirs de golf, qui est un sport qui accompagne ma vie. J'ai également beaucoup de souvenirs alors ça c'est comme pratiquant, également comme spectateur, je dirais même comme supporter du FC Metz, qui en a bien besoin en ce moment. J'ai rencontré dans le cadre du FC Metz des gens qui me sont devenus vraiment très chers au fil des ans. Je pense notamment à la famille Serin, Bernard le papa, Nicolas le fils. Et puis voilà, j'ai également eu l'occasion de venir ici comme enseignant à l'académie dirigée par Philippe Gollingham. C'est là où nous sommes connus de mémoire. Voilà, j'ai beaucoup d'amis ici et puis c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour un endroit non loin de Metz qui s'appelle le domaine de la Close, situé à Montenac, où nous venons vraiment régulièrement, que ce soit en été ou en hiver, où j'ai eu l'occasion de proposer d'ailleurs des spectacles musicaux pour lesquels vous m'avez fait le plaisir de venir. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je me sens particulièrement bien ici. Eh ben, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour ce tournage d'épisodes de podcast. Par rapport au podcast Confidence sportive, on parle des émotions dans le sport et on revient aux premiers souvenirs justement dans l'enfance. Dans la famille Montfort, c'était quoi le sport ? Quels souvenirs ? Est-ce que vous aviez des rêves liés au sport ? Alors, c'est extrêmement simple parce que celui qui m'a mené vers mon itinéraire de toujours et encore actuel, c'était certainement mon père, parce que c'était vraiment un très grand adepte de sport, très grand adepte de la vie en plein air. Et c'est lui qui m'a inculqué non seulement l'amour du sport, mais je dirais également, ce qui est sans doute plus important, l'amour d'un certain nombre de valeurs sportives, parmi lesquelles j'espère le fair play. On dit parfois que le fair play est une notion un petit peu dépassée. Bon, pour moi, en tout cas, elle ne l'est pas. Je pense qu'il y a des choses plus importantes que le résultat brut, à savoir le comportement. Et voilà, j'ai toujours essayé de me comporter, justement, c'est le cas de le dire, de façon digne de lui. Alors il y a le sport, il y a aussi les études. Est-ce que le métier de journaliste, ça a toujours été une évidence ? Est-ce que l'entourage familial a aussi poussé dans cette voie-là, ou est-ce que c'était pas forcément le premier choix ? Non, c'était sans doute pas le premier choix familial, mais c'était mon premier choix. D'ailleurs, j'ai pris pas mal de chemins de traverse pour arriver jusqu'à où je suis aujourd'hui. Et si on considère ce parcours comme une certaine réussite, je pense que je peux le dire que je le dois essentiellement à moi-même, parce que je ne connaissais pratiquement personne dans ce métier au départ. On me dit, voilà, pour réussir, il faut connaître je ne sais quel piston, etc. Moi, je ne connaissais personne. J'ajoute qu'en plus, qu'à l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire dans les années 90, il y avait beaucoup moins de médias qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis assez fier de ça, parce que c'est ce que je dis d'ailleurs souvent à mes jeunes étudiants aujourd'hui. Il faut absolument y croire, parce que je veux dire, mon exemple le prouve. Et je crois vraiment, mais je le crois profondément, que quand on désire vraiment quelque chose, on finit par y arriver. C'est un beau message. Vous avez connu d'abord la presse écrite, puis la radio et la télévision. Si vous deviez choisir un média qui vous a permis de vivre le plus d'émotions,
J'ai beaucoup de respect pour l'écrit de façon générale. C'est vrai que j'ai démarré donc avec l'écrit. Je dirais que j'ai même de plus en plus de respect pour l'écrit parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve que l'écrit subit un certain nombre d'attaques, que ce soit des fautes d'orthographe absolument monstrueuses, des fautes de syntaxe, des fautes de français tout simplement. Donc je dirais, enfin je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais j'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'écrit. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène ici à Metz, puisque donc voilà, je suis également auteur. Donc voilà, je dirais que s'il fallait vraiment choisir, je dirais mes premières amours, c'était certainement l'écrit. D'accord. Alors par rapport au parcours de journaliste, on va revenir sur quelques dates. Si je vous évoque la date du 11 octobre 87, quel souvenir vous avez de cette première interview avec Martina Navratilova ? Est-ce que c'était du stress, de l'émotion? Déjà, bon, j'étais évidemment jeune à l'époque et on m'avait fait confiance parce que je parlais anglais. Et je me disais, mais dès le début, je ne veux pas être là uniquement parce que je parle anglais. Je veux pas être un interprète. D'ailleurs, il y a des interprètes professionnels qui font ça beaucoup mieux que moi. Je veux dire, sinon, on fait appel à un interprète de l'ONU qui va traduire exactement du mot à mot. Moi, ce que j'ai voulu, c'est traduire un peu les émotions. Ça rejoint le titre de votre émission. Et traduire les émotions, pour moi, c'est un passeur d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, effectivement, c'était ce tournoi de la femme au Cap d'Agde qui réunissait, mon Dieu, une très belle brochette de joueuses, puisqu'il y avait donc, outre Martina, il y avait Chris Evert, Steffi Graf et Arantxa Sanchez, qui n'étaient pas loin d'être les 4 meilleures joueuses du monde à l'époque. Et c'est vrai, même avec Martina, au départ, on est vite passé à autre chose que sur le tennis, voire avec certaines confessions. C'est peut-être parfois un peu intime. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidé au-delà de la pratique des langues étrangères. Évidemment. Vous avez déclaré que l'interview qui vous a le plus marqué était celle du champion Carl Lewis lors des Jeux Olympiques à Barcelone en 1992. Pourquoi ce moment-là plutôt qu'un autre? Parce que vous avez interviewé Tiger Woods, Bill Clinton et autres. Oui, c'est-à-dire que là, c'était mes premiers jeux. Ouais, vous avez fait allusion à la fin des années 80, mais moi, je considère que mon vrai démarrage à la télévision, c'était effectivement les Jeux Olympiques de Barcelone 92. Et là, je me retrouvais dans une nuit étoilée. C'est vraiment le mot, quoi, dans une nuit étoilée extraordinaire avec Carl Lewis, avec 2 médailles d'or autour du cou. Et je rêvais, quoi. C'est un rêve. Et c'est vrai que là aussi, il a tout de suite commencé à me parler de ses parents, notamment de son père qui venait de perdre et qui peut-être était là-haut dans le ciel et qui veillait sur lui ce soir. Et voilà, ce soir-là. Donc voilà, tout ceci ne peut pas laisser indifférent. En tout cas, moi, ne m'a pas laissé indifférent. Et c'est un champion aussi qui vous a déjà marqué de par d'autres exploits et par rapport à d'autres disciplines? Oui, parce que j'ai vu le fonctionnement notamment des médias américains que je n'aimais pas et que je n'aime toujours pas, qui vont uniquement vers je l'écris dans le livre d'ailleurs, qui vont uniquement vers les vainqueurs, winner takes all. Et Lewis avait eu des hauts et des bas, et quand il a eu des bas, bien mon Dieu, tous les médias américains l'avaient totalement délaissé, et moi pas. Et donc, c'est vrai que quand il est revenu au sommet, écoutez, les médias américains étaient peut-être de nouveau là, mais lui, il se souvenait très bien de ceux, je n'ai pas le seul, mais de ceux qui étaient là pendant que ça allait moins bien. Et ça, c'est une forme de fidélité, pour ne pas dire de reconnaissance, qui m'est extrêmement chère. Et c'est vrai que c'est très bien décrit dans le livre, on va en reparler un peu plus tard. Vous avez commenté plusieurs disciplines, dont 3 spécifiques qui sont le golf, le tennis et le patinage artistique, qui ont un point en commun, le silence. Exact. Je voudrais m'attarder là-dessus, et notamment sur le patinage artistique. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport que l'on peut considérer comme un art? J'avais évoqué également cela avec un patineur, Kevin Emos, qui était mon invité dans le podcast. Déjà, je trouve qu'il porte très bien son nom, patinage artistique. Donc, ça veut dire sport et musique, danse. C'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Et comme j'ai toujours été un grand passionné d'art lyrique, de danse, de ballet et autres, je me suis vraiment retrouvé dans le commentaire de ce sport. Et depuis que Philippe m'a rejoint, c'est-à-dire en 2006, depuis, c'est un régal. C'est Philippe Candeloro. C'est un régal parce que je dirais que commenter le patinage avec Candeloro, ça serait peut-être un peu comme commenter la voile avec Olivier de Kersauzon. C'est-à-dire que il a une verve, une connaissance, un humour. Voilà, il aime profondément les patineurs qui le lui rendent bien. Et voilà, c'est devenu au fil des ans non seulement un consultant commentateur, mais également un ami, voire même presque un petit frère. Alors c'est un vrai duo qui s'est mis en place avec Philippe Candeloro.
Comment on peut expliquer cette popularité auprès du grand public parce que vous semblez si différents. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait cette alchimie? Mais peut-être que les moins jeunes de nos auditeurs se souviendront d'une série qui s'appelait Amicalement Vôtre, qui réunissait Roger Moore et Tony Curtis. Eh bien, bon, je vous laisse imaginer les deux personnages, entre Philippe et moi, Danny Wilde et Lord Sinclair, Brett Sinclair, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et puis, je vais vous faire une confidence, puisque c'est le titre de votre émission. Nous jouons un peu là-dessus. Moi, je sais ce que ça fait sourire les spectateurs qui sont là en train de regarder, dont Alexandra Montemont, que je salue, parce que je sais que vous travaillez souvent ensemble, qui fait également partie de mes très jolis souvenirs ici à Metz. Non, je dirais que je pense que cette complicité, c'est ce fait que nous ayons des personnalités différentes est précisément ce qui a fait le succès de ce duo. Je me permets d'ajouter, bon, si on commentait le football 3 fois par semaine à 20h30, c'est une chose, mais nous, on commente le patinage 3 ou 4 fois par an, et souvent à des horaires difficiles, décalage horaire, Japon, etc. Donc bon, je pense que le fait que ce duo vraiment existe rend les choses encore plus fortes quelque part. Et est-ce que vous pensez que ça a permis aussi au patinage artistique d'avoir une visibilité qu'il n'avait pas forcément avant au niveau de la scène nationale, d'avoir ce petit coup de boost en plus? Moi, rien ne peut me faire plus plaisir, et ça m'arrive très souvent. On me dit, oui, je ne connais pas grand-chose au patinage, mais on va vous suivre parce qu'on sait qu'on va passer un bon moment. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais par exemple, quand je prends un taxi à Paris, il me dit, ah, mais Philippe n'est pas là. Et lui, ça lui arrive également. Ça m'est arrivé là, nous sommes dans le cadre du Salon du Livre de Metz. Vous n'avez pas amené Philippe dans vos bagages. Voilà, ça me plaît beaucoup, parce que ça veut dire que ce duo existe, et je pense pouvoir dire qu'il est dans le cœur des téléspectateurs, oui. C'est beau, c'est un beau duo en tout cas, et puis ça a permis de découvrir le patinage pour beaucoup de familles, dont la mienne, donc c'était un super souvenir et une anecdote. D'ailleurs, quand vous commentez, que ce soit en solo ou en équipe, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Est-ce que c'est vraiment spontané et on s'imprègne en fait de l'atmosphère, que ce soit la compétition, le public, le stade, ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu plus cadré par rapport aux questions? Et d'ailleurs, c'est quoi une bonne question? C'est une bonne question. Ça, c'est déjà une bonne question. Non, il y a un mot de la langue française que j'aime beaucoup et qui vraiment accompagne ma vie professionnelle, c'est celui de spontanéité. Je pense qu'une bonne question, comment dire, ne peut pas être préparée trop longtemps à l'avance. Pour faire écho au début de l'épisode, passionné de sport et de tennis, mes premiers souvenirs, comme je le disais, remontent à Roland-Garros, où je vous imitais dans le salon chez mes parents. Qu'est-ce que ça donnait? Ah bah ça donnait que j'étais très enjoué et j'adorais reprendre surtout la victoire d'André Agassi face à Pete Sampras, parce que j'étais un grand fan du joueur américain, mais aussi Gustavo Kuerten. C'était cette époque-là où moi c'était les débuts par rapport au tennis, et je jouais au club qui était à 200 mètres en face. Par la suite, il y a aussi eu un certain Rafael Nadal. Est-ce qu'il y a une relation particulière avec lui? J'ai toujours eu l'impression qu'il y a une vraie complicité, mais surtout un profond respect. Ouais. Comment on peut expliquer ça? C'est-à-dire que c'est un champion que j'admire à la fois le joueur et l'homme. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a des valeurs humaines dans lesquelles je me reconnais. Je suis allé lui rendre visite en Espagne, dans son camp, là, dans son camp à Manacor, à Majorque. J'ai animé par 2 fois sa soirée caritative, et je me suis rendu compte que c'était un garçon extrêmement généreux, extrêmement ouvert. Je pense vraiment que bon, là, il est devenu, on va dire statistiquement, le plus grand joueur de l'histoire du tennis, avec 21 titres du Grand Chelem. Je pense d'ailleurs que cette série n'est probablement pas terminée. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point, mais je pense qu'au-delà de ça, qu'est-ce qui reste au fond? Ce sont les qualités humaines, et lui, il en est vraiment rempli. Il y a un petit sondage que nous faisons chaque année, notamment à la fin du tournoi de tennis de Roland-Garros, auprès des ramasseurs de balles. Qui est le joueur le plus sympathique? Et je pense que les ramasseurs de balles sont très aptes à répondre à cette question, parce que, vous savez, il y a une manière de demander les balles, une manière de demander la serviette, ou de jeter sa serviette d'une façon un peu méprisante. Voilà, Rafa, c'est l'inverse de ça. Et à chaque fois, c'est Rafa qui vient en tête de ces sondages. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. Non, c'est un garçon, que j'aime. Enfin, vous le sentez, je pense, au ton de ma voix, que j'aime vraiment énormément. Et si on peut faire le parallèle avec les joueuses féminines, est-ce qu'il y a une joueuse qui vous a plus marqué dans sa simplicité, sa générosité, et aussi du coup cet attrait avec le public français?
Oh ouais, eh ben, je pense peut-être à une voisine d'ici, la joueuse belge Justine Henin. D'ailleurs, j'aimais beaucoup les deux joueuses belges, Justine Henin et Kim Clijsters. Je dirais, voilà, mais Justine Henin, il se trouve que, alors, elle aussi, j'ai eu l'occasion d'animer sa soirée caritative à Bruxelles il y a 2-3 ans. Et là aussi, je me suis rendu compte, Justine for Kids, d'ailleurs, ça porte bien son nom, hein, Justine pour les enfants. C'est une fille qui aussi a des vraies valeurs humaines, qui est une fille bien élevée. C'est une gentille fille. Et c'est drôle parce qu'on dit parfois dans le sport, pour réussir, il faut être un tueur, etc. Écoutez, moi, quand je suis face à Justine Henin, j'ai pas l'impression que ce soit une tueuse. Sur le court, c'est autre chose. Hein. Mais voilà, j'aime pas trop ces clichés parfois qu'on adosse à tel ou tel. Et voilà, Justine Henin, ouais, c'est une fille que j'aime vraiment énormément. Mais c'est assez marrant parce que même sur le terrain, elle est quand même très calme. Elle dégage pas non plus, comme vous dites. Ça boue intérieurement. Ça boue intérieurement, ouais, ça se sent, mais c'est pas de la terreur. Et non, elle non. garde ses émotions et c'est assez impressionnant. Absolument. Et puis elle a fait un parcours qui est aussi assez incroyable. 4 fois Roland-Garros, je crois. Enfin voilà, oui, une très très grande joueuse. Ouais. C'est vrai. Sans transition, on va parler aussi de l'évolution des médias que vous avez connus. Aujourd'hui, comme vous le savez, les réseaux sociaux ont bouleversé la place des médias. Comment on fait pour s'adapter à ça? Et avec votre expérience, comment vous le vivez, le fait d'avoir parfois été repris, imité? Est-ce que ça touche personnellement? Comment vous le vivez? Tout ce qui est dans le registre de l'humour, de la dérision, de l'autodérision. L'autodérision ne me gêne d'aucune façon. Ce sont peut-être mes origines anglo-américaines qui me font dire ça. J'ai aucun problème avec l'autodérision. D'ailleurs, je pense qu'il est il est peut-être plus difficile, mais en tout cas beaucoup plus sain de rire de soi-même que de rire des autres. Donc tout ça ne me pose aucun problème. Là où je dirais que la frontière s'arrête, c'est quand il s'agit de ces réseaux sociaux que j'appelle parfois fléaux sociaux, où dénonciation, délation et autres surprises de ce genre, elles sont beaucoup plus difficiles à accepter. Et malheureusement, si c'est devenu la nature humaine, en tout cas ce n'est pas la mienne. Et ça ne le sera jamais. Donc, pour répondre très directement à votre question, Thomas, je m'éloigne de ça et je dirais même que je m'en éloigne de plus en plus et je me porte très très bien comme ça. Je n'ai pas de compte Instagram, Twitter, j'y vais uniquement de façon professionnelle. Je me protège, si vous voulez, en tant que personnage public, je suis obligé de me protéger, mais même si je n'étais pas personnage public, je me protégerais. C'est une réponse assez intéressante parce que je pose la question souvent aussi aux journalistes que j'interviewe et c'est vraiment ce qui ressort le plus de cette distinction entre réseau au niveau professionnel et puis au niveau personnel, d'avoir cette séparation. Alors justement, on vit aussi tous des hauts et des bas dans notre vie. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans la carrière de Nelson Montfort? Bien sûr, mais il y en a encore. Vous savez, aucune position n'est assise. Je dirais que, voilà, par exemple, hier, enfin, l'émission va passer dans quelques jours, mais hier encore, donc au Salon du Livre de Metz, on me dit, on vous voit au prochain tournoi de Roland-Garros. Bon, alors effectivement, on va m'y voir, mais je réponds, et je suis très sincère, je dis, je l'espère, je le souhaite, je le pense, mais ce n'est pas une certitude, et c'est très bien, et ça c'est comme ça depuis le tout début de mon itinéraire professionnel, et je pense d'avoir mis souvent ces points d'interrogation fait peut-être que ça dure aussi longtemps. Vous savez, je pense que vous avez en mémoire des journalistes qui disent, je déciderai de la date de... Non. C'est pas vous qui déciderez. C'est votre hiérarchie ou le public qui sera fatigué de vous voir. Donc voilà. Alors j'ai le sentiment, en plus, travaillant dans une chaîne de services publics, que c'est le public qui finalement est le véritable patron. Comme je n'ai pas le sentiment que le public se lasse trop de moi, sans doute y en a-t-il, mais je pense que pour l'instant, ça se passe bien et que pour la suite, nous verrons. Nelson, vous êtes également l'auteur de différents ouvrages, dont OVNI et en fin d'année dernière Mémoire olympique. C'est deux ouvrages qui seront d'ailleurs dédicacés et à gagner sur les réseaux sociaux de Confidence Sportive. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre pour lequel vous êtes présent ce week-end à Metz? C'est-à-dire que comme j'ai eu la chance comme je pensais que cette question allait arriver, donc j'ai quand même eu la chance de suivre 8 Jeux olympiques d'été. Et je me disais peut-être qu'au fond, en plus, 1992, 2022, ce sont des chiffres ronds, puisque j'ai commencé donc, comme je vous le disais, en 92, là, 2022. Et voilà, j'ai 30 ans de souvenirs de Jeux olympiques. C'était peut-être bien de les mettre sur papier.
Alors, comme vous m'avez fait l'amitié de lire ce livre, vous savez que ce n'est pas un livre de compte-rendu de résultats, c'est autre chose. Ce sont des coulisses, les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, puisque votre émission s'appelle donc Émotion, Confidence et Émotion. Confidence sportive. Confidence sportive, bien voilà. Ben moi aussi, ce sont des confidences sportives et ce côté passeur d'émotions dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai voulu mettre dans ce livre à travers les rencontres. Alors, ce sont mes souvenirs, mais ce ne sont pas seulement mes souvenirs. Je remonte en fait au jeu, à la réinstauration des jeux modernes par Pierre de Coubertin en 1896. Où malgré mon grand âge, je ne figurais pas encore. Et d'ailleurs, il y a même quelques anecdotes sur les jeux antiques en 600 avant Jésus-Christ. Là, j'étais au bord de la piste, je peux vous en parler comme si c'était hier. Donc voilà, je voulais un peu vous parler d'anecdotes qui sont souvent méconnues, d'un monde d'antan qui finalement n'est pas si ancien et qui, à l'image peut-être de la chanson française, qui véhicule chez moi une certaine forme de nostalgie. C'est vrai qu'il y a toujours un rapport à la musique qui se retrouve dans tous les chapitres par rapport aux Olympiades, avec une certaine musique, etc. Oui. C'est quelque chose que vous vouliez vraiment mettre en avant ? Oui, écoutez, je vois que vous avez bien lu mon livre. Oui, j'ai parmi des passions dans ma vie, j'ai effectivement le sport, la musique, la littérature aussi. Et finalement, en écrivant un livre comme celui-là, je me dis qu'au fond, j'arrive à lier les trois, la musique, mais une certaine musique, comment dire, il paraît qu'il ne faut pas dire c'était mieux avant. Bon, écoutez, moi je considère que Georges Brassens comme un artiste supérieur à David Guetta ou à Maître Gims. Alors on n'est pas obligé je vois qu'on sourit autour de cette table, on n'est pas obligé de partager mon avis, mais la façon dont tout le monde sourit autour de la table, la façon dont je suis reçu en disant ça, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à avoir cet avis. Et donc voilà, je considère pas, je sais pas, que Jean Ferrat me semble supérieur à Loana. Voilà, si vous voulez, ça vous fait rire. Mais c'est ça. Donc, et dans le sport, je dirais que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je pense que vous serez d'accord. Vous savez, les grands événements de sport d'avant restent plus dans la mémoire que ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Si on vous parle du FC Metz avec Carlo Molinari, qui est un homme que je salue, il va vous parler que dans la sortie le FC Barcelone dans les années 80, je crois. Il ne va pas se souvenir du résultat du match contre Lorient. Donc voilà, et ça, j'y crois profondément. Et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre. Cette remarque du sport et du passé, est-ce que c'est aussi une évolution du sport où il y a beaucoup de compétitions, il y a une surmédiatisation, il y a des matchs tous les week-ends, il y a des compétitions tous les week-ends. Tous les jours. Est-ce que c'est peut-être ça aussi l'évolution du sport et qui fait qu'on a plus cette nostalgie ? C'est une très bonne question et je pense que la réponse est dans la question. Je pense qu'il y a trop d'événements sportifs aujourd'hui dont l'intérêt donc forcément se dilue, ne serait-ce que, bon, je sais pas, autrefois il y avait la Coupe de la Ligue qui a plus ou moins disparu, il y avait la Coupe de France, Coupe de la Ligue, dont les gens disaient la Coupe de la Ligue de France, Coupe de France de la Ligue, etc. Il y a maintenant une troisième Coupe européenne qui s'appelle la Ligue, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Europa Conférence. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, quand je fais des conférences, c'est des conférences signatures autour de mon livre. Bon, ça, je sais à peu près de quoi il s'agit. Le Europa Conférence, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Donc tout ça me semble artificiel. Et j'espère simplement qu'à terme, le grand public ne s'y trompera pas. Je sais qu'il y a une tentation de faire la Coupe du Monde de football tous les 2 ans. Ce serait une très mauvaise tentation, qui est peut-être même une tentation de faire les Jeux Olympiques tous les 2 ans. Ça serait pour moi une très très mauvaise tentation, parce qu'en plus le cycle de 4 ans, ça vient de la Grèce antique, donc on va pas. Donc voilà, tout ceci, c'est peut-être un combat d'arrière-garde, mais c'est un vrai combat pour moi. Un vrai combat pour moi. Par rapport au livre, sans dévoiler l'entièreté, l'intégralité du livre, est-ce qu'on peut faire un petit teasing avec une anecdote que vous voulez peut-être exposer sur un sportif ou sur une compétition qui pourrait être intéressante ? Alors, comme je vous disais, je parle évidemment de mes souvenirs qui remontent en substance à Barcelone 92, mais je parle de plein d'autres anecdotes. Alors, il y en a une qui me fait particulièrement sourire, c'était justement aux Jeux Olympiques d'Athènes 1896, où tous les événements étaient en plein air. Il n'y avait pas de stade, il n'y avait pas d'aréna, etc.
Il y a du reste une photo dans le livre que vous avez peut-être vue, là, une photo 1880 avec un stade, le stade antique d'Athènes, archi-comble. Il n'y avait pas de médias à l'époque, il n'y avait pas de radio, de télévision, etc. Archi-comble. Et donc, ça se passait en plus au mois de septembre à Athènes, au mois de septembre, il peut faire 40 degrés. Arrive la finale d'escrime, parce qu'ils avaient pris, il y avait beaucoup moins de sports, donc ils avaient pris les sports antiques, dont l'escrime, etc. Et donc, vous avez deux escrimeurs qui s'escriment, c'est le cas de le dire, à faire de son mieux. Il y en a un qui gagne. Et en transpiration, etc., il arrive au moment de recevoir son prix, sa médaille. Et à ce moment-là, arrive le roi de Grèce. Il dit, ah ben le roi vient d'arriver et recommencer la finale. Bon, ça, c'est le genre d'anecdote, il faut recommencer la finale. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, je sais pas, vous avez un match qui se termine et le marathon de Paris qui se termine et Macron qui arrive. Ah ben Macron vient d'arriver, donc recommencer le marathon, quoi. C'est un peu ce style. Bon, je schématise un peu. Mais ça, ce sont des anecdotes que je trouve très charmantes et que j'ai voulu privilégier dans les livres. J'ai voulu privilégier des anecdotes que le grand public ne connaît pas nécessairement. Et c'est un livre qui est absolument merveilleux. Je vous le recommande avec plein d'anecdotes. Celle-ci en fait partie. C'est gentil, Thomas. Par rapport aux coulisses de l'ouvrage, de l'écriture, est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Est-ce que c'est facile de se remémorer tous ces souvenirs? Parce qu'il y a eu beaucoup de Jeux Olympiques et beaucoup de compétitions. Alors j'ai la chance d'avoir, je pense, une mémoire assez forte, assez belle. En tout cas, il y a des événements, mais là je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Il y a souvent des événements très anciens dont vous vous souvenez et des événements très récents dont vous avez plus de mal à vous souvenir. Donc quand on me parle par exemple de Carl Lewis que nous évoquions tout à l'heure, ou peut-être du Usain Bolt, etc., ça commence à remonter un peu, mais je me souviens très précisément de leur performance et de leur record. Alors que peut-être des événements plus récents, j'ai un peu plus de mal à m'en souvenir. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, pour répondre directement à votre question, c'est que entre la mémoire, il y a aussi la mémoire collective, il y a aussi évidemment un travail de recherche. Et puis surtout, ce livre devait sortir, il devait sortir en fait après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Mais comme vous le savez, pour cause de crise sanitaire, ils ont été remis à 2021. Entre parenthèses, vu les conditions qui régnaient à Tokyo en 2021, ces Jeux auraient parfaitement pu avoir lieu en 2020 parce que c'était à huis clos et je ne pense pas qu'on puisse faire le huis clos du huis clos, en tout cas. Et donc, voilà, donc comme ça a pris un an de plus, ça m'a permis de réaffiner certaines choses. Oui. Est-ce que c'est votre pire souvenir, les Jeux Olympiques de Tokyo, par rapport à l'atmosphère Non, mon pire souvenir, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin d'il y a 2 mois. Ça, c'est totalement inédit. C'est pas dans le livre parce que là, c'est un livre qui porte sur les Jeux d'été. Peut-être vais-je préparer dans les mois ou années qui viennent, sans doute même une saga sur les Jeux Olympiques d'hiver, parce qu'il y a également beaucoup de choses à dire. Mais mon pire souvenir, c'est... Alors là, je n'hésite pas un seul instant. Vous savez, quand vous avez une ville, Pékin, donc de 25 millions d'habitants, où vous ne voyez personne dans les rues, c'est très angoissant. C'est très angoissant. C'est-à-dire que vous aviez un contrôle drastique des autorités chinoises qui interdisait toute forme de contact entre les rares étrangers et les athlètes, accompagnateurs et autres médias qui étaient beaucoup plus rares que ce qui aurait dû être beaucoup moins nombreux que ce qui aurait dû être le cas. Donc voilà, moi c'est pas du tout mon idée du sport. Le sport à huis clos, c'est pas du sport. Et quand on voit en plus que toutes ces précautions ont été prises inutilement, parce que vous n'allez pas me dire que de mettre des spectateurs au bord d'une course de ski va mettre en danger de mort donc voilà, les spectateurs et les skieurs. Donc voilà, les autorités chinoises ont pris une fois pour toutes cette décision de cadenasser leur pays, à mon avis, pour d'autres raisons que sanitaires. Et voilà, alors heureusement il y a eu des performances très belles, notamment en patinage avec la médaille d'or de Papadakis Cizeron que vous avez sûrement suivi, en biathlon aussi, en ski alpin avec le Vosgien Clément Noël, originaire de Ventron. Et d'ailleurs, je vous recommande de vous intéresser à tout ce qui va se passer à Ventron dans les Vosges dans les 2 ans à venir, parce que ça va être passionnant à suivre. Et Noël, de mémoire, est originaire de Ventron. En tout cas, même s'il fait partie du ski club de Val d'Isère. Bon, il y a eu des très belles performances. Mais sur le plan de l'atmosphère et du public, c'était zéro, quoi. Quand vous avez une patinoire, et la patinoire était magnifique, de 19 000 places, vous avez 300 spectateurs.
C'est ça. Les 300 spectateurs, c'était les accompagnateurs, les coachs, etc. Donc, voilà. C'est dramatique quand on parle de sport, d'associer, de dissocier le public de la compétition. Il y avait, Thomas, il y avait des hôtels qui avaient été spécialement construits pour ces JO. Paraît-il, les Chinois vont se ruer en masse dans ces hôtels. Je demande à voir. Enfin bon, bref. Et vous aviez des couloirs d'hôtels entièrement vides, des couloirs de 200 mètres. Entièrement vide, je veux dire, ça fait presque, c'est Shining. Vous avez peur d'avoir Jack Nicholson avec son grand couteau au bout du couloir qui vous attendait. Non, je dis ça, mais c'est un peu ça. C'était franchement très effrayant, très effrayant. Et je ne sais pas qui va aller là-haut en vacances maintenant. Je souhaite me tromper, mais voilà. Peut-être un futur livre, en tout cas. Peut-être. En tout cas, le livre, je vous le conseille à tous. Et d'ailleurs, cet amour du public français, on peut l'expliquer comment, qui vous suit depuis des années et qui vous donne tant d'amour. Comment dire, je pense, j'espère en tout cas qu'à la longue, les gens ne s'y trompent pas. Enfin, c'est difficile de parler de soi-même, mais peut-être sur une certaine forme de sincérité, et puis peut-être une certaine gentillesse. Disons que bon, je sais apparemment aujourd'hui, c'est pas une qualité, c'est pris systématiquement pour de la faiblesse, surtout dans le métier dans lequel je suis. Bon, moi, c'est beaucoup trop tard pour changer. C'est pour ça que je suis content, par exemple, quand je viens dans les salons du livre, comme ici à Metz, parce que là, il y a un vrai échange avec le public. Mon modèle dans la profession, mon mentor, mon parrain était Jacques Chancel, un nom dont vous vous souvenez certainement, et il avait cette qualité extraordinaire, Jacques, c'est-à-dire qu'il avait la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes. Il recevait, il avait une émission qui s'appelait Le Grand Échiquier, qui est une émission magnifique, où il recevait les rois, les princesses, les présidents, que sais-je, les plus grands artistes. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller 2-3 fois dans sa maison, dans son château, devrais-je dire, pyrénéen, magnifique. Et là, il parlait avec le berger du coin, avec la même... peut-être même avec encore plus de sympathie. Et voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. J'essaye d'être un peu sur cette trace, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres inspirations de journalistes qui vous ont marqué et qui vous ont donné aussi la passion ? Je dirais que Jacques m'a vraiment... Non seulement il m'a inculqué la passion du journalisme, du contact, etc. Il y a une anecdote chez lui qui m'a... Ici, nous sommes dans le cadre d'un salon du livre, et je pense que ça va vous interpeller. Il y a une anecdote chez lui qui m'a beaucoup marqué. En fait, il suivait le Tour de France cycliste. Il ne le commentait pas, mais vous savez, il commentait les paysages, les châteaux, les abbayes, etc., ce qui est un joli moment, le Tour de France cycliste. Et donc le Tour de France, ça dure 21 jours. Et il était un peu insomniaque, Jacques, il ne dormait pas avant 2 heures du matin, et il amenait avec lui 21 livres. 21 livres. Et chaque soir, il laissait le livre sur la table de nuit, en disant, après tout, peut-être qu'une femme de ménage, peut-être qu'elle va le jeter à la poubelle, mais peut-être que ça va lui donner l'intérêt de lire, qui sait. Et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'au fond, je trouve que c'est une très belle anecdote. Inciter les gens peut-être qui n'ont pas l'habitude, les gens peut-être plus modestes à lire. Et voilà, ce genre d'attitude, donc je dirais, bon, modèle, vous savez, chacun est différent. Mais si j'ai un modèle dans la profession, c'est assurément Jacques Chancel ou des personnes qui lui ressemblent, oui. Et par rapport à la formation de journaliste, vous donnez aussi des cours. Oui. C'est quoi le plus beau message qu'on vous a transmis, ou qui vous a le plus touché en tout cas ? Il y a 4 jolis mots de la langue française qui ont comme point commun de commencer par la lettre H, qui sont honnêteté, humilité, humour, humanité. Et ces 4 mots qui donc commencent par la lettre H, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes étudiants. C'est-à-dire que bon, l'honnêteté, je pense que c'est tout, n'est-ce pas? L'humilité, c'est très important, parce que quand on travaille dans un média grand public où les gens commencent à vous reconnaître, etc., il faut absolument garder la tête sur les épaules, il faut garder la même attitude, il faut garder cette humilité, cette modestie qui, moi, de toute manière, fait partie de ma vie, qui en faisait partie avant d'entrer à la télévision et qui, j'espère, en fera partie bien après l'avoir quittée. L'humour, parce que je pense que sans humour, on ne va pas très loin. D'ailleurs, autour de cette table, il n'y a que des personnes qui ont une vraie forme d'humour. Moi, je ne peux pas, fréquenter des gens qui n'ont pas d'humour. Voilà. Et tout cela se conjugue par la dernière lettre H, qui est humanité, parce qu'au fond, nous parlions là en début d'émission de Rafael Nadal. Je disais, bon, c'est le plus grand palmarès de l'histoire du tennis, mais c'est aussi cette humanité qui lui appartient. Et qu'est-ce qui restera à la fin de la carrière de Rafa? Eh bien, c'est peut-être avant tout cela.
Est-ce qu'on a cette humanité, cette sensibilité-là par rapport aux sportifs français de manière générale? Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des sportifs qui vous ont marqué par cette générosité? C'est drôle, vous posez, vous posez une question assez amusante parce que je ne pense pas qu'il y ait un sous-entendu derrière cette question, mais alors je vais vous faire une confidence. Le fait est que ça va vous faire sourire. Le fait est que l'humilité n'est pas nécessairement la première qualité des sportifs français. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Je vois tout le monde est en train de sourire autour de cette table. Alors, si vous voulez, les sportifs français ont parfois une humilité qui est à l'inverse de leur palmarès. C'est-à-dire que je vous parle de Rafael Nadal, qui est le plus grand palmarès de l'histoire du tennis, qui est un garçon d'une humilité extraordinaire. Sans citer de nom, je connais des joueurs de tennis français qui n'ont pas le 10e ou le 100e du palmarès de Nadal et qui ne sont pas exactement comme ça. Donc, bon, je suis en train d'essayer de réfléchir, mais j'ai du mal spontanément à trouver des sportifs français. Non, mais si, il va y en avoir quelques-uns dont l'humilité est la première qualité. Peut-être qu'on fera une deuxième émission, j'aurai eu le temps de réfléchir jusque-là. Mais alors, ils ont d'autres qualités, c'est bien juste de le dire. Mais voilà, le sportif français a un peu comme constante d'être plutôt fier de son parcours. Et ça, évidemment, c'est un petit peu à l'inverse de l'humilité. C'est sûr. Ça n'a pas l'air de trop vous étonner, ce que je suis en train de vous dire. Non, pas forcément, mais après, c'est peut-être culturel ou c'est peut-être par rapport Nocandi, à d'autres. voilà, Méline Nocandi. Alors, c'est un bon exemple parce que je suis venu, c'est là où nous sommes connus, il y a 2 ans, faire un cours à l'académie de... C'est l'académie à Metz? C'était Moselle Sport Academy. Moselle Sport Academy, où j'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques, dont un ancien footballeur du FC Metz d'origine sénégalaise qui a été transféré à Strasbourg, alors qu'il voulait partir en Allemagne, dont le nom est... Habib Diallo. Habib Diallo, vous savez tout. Ben voilà, eux, ce jour-là, j'avais passé une journée pleine d'humilité et de sympathie. C'est vrai que c'était un très bon souvenir. Voilà. La suite, il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques, d'ailleurs, Paris 2024 qui arrivent très vite. Est-ce que c'est un beau symbole pour boucler la boucle par rapport à Nelson Montfort, le sport, les médias, ou est-ce que... Alors, je vais vous dire, puisque je vous disais tout à l'heure que je disais toujours j'espère, je pense, etc. Là, allez, je vais pour une fois sortir de ma ligne directrice et vous dire que oui, je pense que je serai sur ces Jeux Olympiques d'une manière que j'ignore encore, mais je pense que ça sera plutôt d'une jolie manière. Et effectivement, derrière, je pense prendre d'autres chemins qui me ramèneront peut-être de plus ou moins, je ne sais quelle façon, vers le sport et vers toutes ces émotions. Mais c'est vrai que des Jeux à Paris, en plus chez soi, 2024, serait une jolie manière de boucler une certaine boucle, mais pas définitivement. Voilà. La retraite, c'est un mot tabou ou pas forcément? Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout, parce que vous savez, il y a des sportifs qui... Dans ce livre, je suis entouré de sportifs qui ont dû prendre leur retraite à... Vous savez, le patinage artistique que je suis, c'est terrible à dire, notamment chez les filles, à 20 ans, on prend sa retraite, quoi, quasiment. À 20 ans, chez les filles. Gymnastique qui est un sport assez proche. Même dans d'autres sports un peu plus matures, on prend les footballeurs. Rares sont les footballeurs qui dépassent 32 ou 33. Bon, maintenant un petit peu plus. Mais voilà, donc moi je suis entouré de personnes qui... Et ça, c'est une chose qui m'interpelle beaucoup. Pour ça, je suis assez proche du FC Metz, vous le savez, mais également de l'AJ Auxerre, où il m'est arrivé d'intervenir justement auprès de joueurs qui préparaient un peu une certaine forme de reconversion. Donc voilà, je donne des cours de communication, des cours d'anglais également, des cours de communication en anglais. C'est également le cas de Clermont-Ferrand, avec le rugby chez Michelin, etc. Donc voilà, je me rends compte que tout ceci doit se préparer à l'avance, que ce soit chez les sportifs ou chez les non-sportifs. Tout ceci doit s'anticiper. Souvent, j'ai trop vu autour de moi justement des cas où voilà, ils arrivaient, et maintenant qu'est-ce que je fais pour ne pas moi-même faire cela, n'est-ce pas? Mais le mot n'est pas tabou, à condition d'avoir d'autres pôles d'intérêt. Et en ce qui me concerne, j'en ai. D'ailleurs, avec l'écriture notamment, la musique également, et la musique, le théâtre, etc. Ouais. Est-ce que Nelson Montfort a atteint tous ses rêves? Ou pas encore? Bonne question.
Vous savez, je crois que ce serait extrêmement prétentieux que de dire que voilà que tout ce que j'ai accompli est formidable. Il reste toujours des choses à faire. Il reste toujours des choses à faire. Je pense que si vous demandez à je sais pas, même un président des États-Unis, etc. Non, il reste toujours des choses. Sinon, la vie est finie. Donc voilà, si on m'avait dit en 1992, quand je démarrais comme jeune journaliste aux Jeux de Barcelone, que 30 ans après, j'aurais été très heureux, évidemment. Mais il y a plein de choses que je n'ai pas réalisées. Il y a plein de nuages qui se sont présentés. Oui, je vous parle très honnêtement, des nuages qui n'étaient pas dus de mon fait. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Je dirais, parce que si c'est dû à vous, bon, vous dites j'aurais pu faire ceci autrement. Si c'est dû parfois à une certaine forme de hiérarchie, parfois pesante, parfois jalouse, puisqu'il faut bien employer les choses dont je parle en nom, là c'est plus difficile et contre ça malheureusement on ne peut rien. Donc non, il me reste encore un certain nombre de rêves à accomplir, en tout cas je l'espère. J'ai une profonde, je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'il se trouve, nous on se connaît un petit peu moins, mais en tout cas il y a une personne autour de cette table moi j'ai une profonde, j'ai un profond respect pour l'amitié. Peut-être est-ce le fait que je sois fils unique, je ne sais pas, mais moi j'ai réussi à me faire des amis que je considère vraiment des amitiés très fraternelles tout au long du parcours, y compris relativement récemment. Et ça, pour moi, je dirais que c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, il y a une personne autour de cette table qui se reconnaîtra, mais pour moi, ça, c'est très important. Et je dirais que c'est même de plus en plus important. Et si j'ai encore un certain nombre de rêves à réaliser, c'est dans le temps qui m'est imparti de passer des moments avec des gens que j'aime. Voilà. Ça c'est très important. Très important. Et je suis heureux de le dire devant Alexandre Keff, qui s'est reconnu, qui pour moi a toutes les qualités dont je parlais tout à l'heure et avec une forme de qualité extrêmement importante qui est l'attention envers autrui. Vous savez, dans le sport, 90%, pas 100%, mais 90% des gens que je rencontre sont essentiellement motivés par leur itinéraire. Très rarement, pratiquement jamais, vont dire « Et vous, comment allez-vous ? Et vous, que faites-vous ? Et vous, Jamais. Rafa. C'est pas mal choisi, hein, numéro 1, bon, Rafa. J'ai beaucoup de mal à trouver d'autres exemples. Eh bien, moi, je veux aller maintenant vers des gens qui partagent et qui ne sont pas que centrés sur eux-mêmes ou auto-centrés. On peut revenir aussi sur le domaine de la Klaus ? Avec grand plaisir. Quels sont vos souvenirs justement par rapport à ce magnifique lieu et qui fait aussi la fierté de la Moselle ? Bah écoutez, je suis déjà très heureux d'en être l'ambassadeur. Voilà, j'essaye de l'être. Voilà, j'essaie de remplir ce rôle d'ambassadeur qui n'est pas très difficile parce que c'est avec tellement de cœur que je le fais que voilà, je pense qu'en plus Alexandre, en plus a cette faculté extraordinaire. Alors lui justement, il a encore plein de rêves. Hein. Il a plein de rêves et d'ailleurs le voici maintenant. On le pense en Moselle, le voici dans les Vosges. Peut-être qu'on pensera dans les Vosges, il sera de nouveau en Moselle. Il est chez Luxair où il fait des atterrissages en Corse baroque. Donc voilà, c'est un garçon. Je pense que la Moselle peut être extrêmement fière d'avoir un entrepreneur comme lui. Et voilà, bon, moi je me souviens d'un ou deux déjeuners avec Carlo Molinari, que vous connaissez, avec son accompagnateur, qui je crois est plus ou moins son médecin, ou son partenaire de golf, ou je ne sais quoi. Bon, ce sont des moments de partage extraordinaires. Ça, c'est la vie telle que je l'aime. Quant à ce domaine, écoutez, je pense qu'il parle de lui-même. Il y a plein d'innovations, plein de travaux, une cuisine délicieuse, et surtout, une ambiance à nul autre pareil. Je suis très fier et heureux d'en être l'ambassadeur. Très. Parfait. On arrive quasiment au bout de l'épisode, Nelson. Je vous remercie déjà. Si vous deviez croiser le petit Nelson à 10 ans, vous lui diriez quoi ? Je lui dirais que l'adulte que je suis devenu n'a pas trahi l'enfant que j'étais. C'est profond. Ça m'est venu comme ça, j'ai pas de feuille sous les yeux. Oui, je pense avoir, en tout cas, je pense avoir, je suis un peu ému là, répondre à ça, mais je pense avoir
mener un itinéraire honnête dont mon père serait... Pardonnez-moi. Dont mon père, je pense, dont mes parents seraient assez fiers, je pense. Et je pense que toute la France est surtout fière de votre parcours et surtout de tout ce que vous avez pu transmettre en termes d'émotions, parce qu'on a beaucoup tous de souvenirs par rapport au sport, et il y a des vocations qui sont nées grâce à ça. Donc un grand merci en tout cas. Merci Thomas. La dernière question, c'est la carte blanche. Avant de terminer, quel invité vous voudriez entendre dans Confidence Sportive? Vous avez le choix entre plusieurs noms, que ce soit des sportifs, des journalistes, des... Alors, le nom vient tout de suite. Philippe Candeloro. Philippe Candeloro, vous passerez un très bon moment avec lui. Et croyez-moi, au-delà de l'humour qui caractérise ce personnage, il y a une vraie tendresse, une vraie générosité, voilà, c'est un garçon qui vraiment gagne à être connu. C'est devenu vraiment un très très grand ami pour moi, il le sait. La réciproque est vraie et comme ça, si vous invitez Philippe, ça m'éviterait de dire à mon chauffeur de taxi parfois je prends les taxis à Paris, il me dit Candeloro n'est pas avec vous. Je dis non, je l'ai rangé dans le coffre de la voiture pour plus de sécurité, ce genre de choses. Si vous l'invitez, c'est moi qui viendrai dans le coffre de sa voiture. Vous passerez un très bon moment avec lui. Donc voilà. En tout cas, Nelson, on a passé un très bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et réciproquement. C'était très très sympa. Et puis on donne rendez-vous aux auditeurs de Confidence Sportive, bien sûr, sur la réseau. À très vite, Merci Nelson. Thomas. Merci.